Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à deux, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Mais c'est complètement stupide. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. On est très heureuse de vous accueillir aujourd'hui en compagnie de Anne Hémon qui va nous présenter son nouveau film Amour Apocalypse qui est sorti mercredi 21 janvier en salle et qu'on vous invite évidemment à aller découvrir. Et sans plus attendre, on va vous laisser en compagnie de Anne Hémon et de son nouveau film Amour Apocalypse. Qu'est-ce qui vous amène ici, monsieur Tremblay? Quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, ça allait pas vraiment bien. Est-ce que tu peux commencer par les cages des petits, s'il te plaît? On dirait que j'ai de la misère à me faire donner des ordres comme... Pouvez-vous commencer à décrire pourquoi? C'est que... Il promène les chiens des voisins, c'est une job de petite fille de 9 ans. C'est un chenet, le gène. Les températures globales augmentent sans arrêt. Ça marche pas vraiment. Ça provoque toutes sortes de catastrophes naturelles. My name is Tina. How may I help you? Is everything okay with the lamp? This is great customer service. Are you like an AI or something? Je parle avec une femme au téléphone depuis quelque temps. On a de très belles conversations. C'est que t'es bizarre. On va assister à des choses qu'on peut même pas imaginer. Des guerres civiles pour les ressources, nos systèmes vont s'effondrer. C'est déjà commencé, là. Fait qu'en gros, c'est ça. Ça va bien. C'est pas... je veux pas créer de malaise ou être trop déprimant. Qu'est-ce qu'elle fait ici, au juste? Je ne parle pas de français. I'm sorry. No, that's okay. La nuit se traîne. Run, Tina! La nuit non finit plus. Arrêtez! Et j'attends. Son mari, il sait où c'est qu'elle est? La nuit ne finira donc pas. La lune est bleue. Des amoureux qui s'en vont, main dans la main. Si ta blonde, elle va-tu rester longtemps? C'est quoi l'affaire? Je suis en train de me faire rejeter par un quarantenaire neuroatypique? You really have everything to be happy. When you choose a path, you don't get to see the other ones. Je me sens bien ici. Is this the end? I really don't know. À désirer quelqu'un que j'aime. Par cette nuit qui ne finira jamais. Tina! Are you okay? How do you like survival mode? I don't like it! On va commencer par une question un peu générale. Est-ce que tu peux te présenter un peu, nous raconter ton parcours? Oui, je m'appelle Anne Hémon, je suis scénariste et réalisatrice. Je vis au Québec, à Montréal. Et Amour Apocalypse, c'est mon 6e film, mais c'est mon 2e qui sort en salle ici en France après le film Jeune Juliette en 2019. Voilà, pour l'instant, ma courte présentation. Par rapport donc à votre parcours, vous avez dit que c'est votre 2e film qui sort en France. Comment ça se passe pour savoir si votre film il va sortir seulement au Québec ou alors dans les salles en France? Et pourquoi Amour Apocalypse est sorti en France? Bien, évidemment, on voudrait, dans l'idéal, que tous nos films sortent dans le plus de pays possible au cinéma. Je dirais que ça dépend beaucoup du succès du film, que ce soit succès critique, succès en festival, s'il y a un vendeur international, là, c'est toute l'industrie du cinéma qui détermine un peu le chemin que va prendre un film. Avec Amour Apocalypse, on a eu la chance de commencer au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Puis je pense que ça a donné une très belle visibilité au film. Et tout de suite, il y a eu beaucoup d'intérêt un peu partout dans le monde, mais particulièrement en France. Je le sens, là, on fait le film sort après-demain, en fait, mercredi. Puis on fait... ça fait 10 jours qu'on fait des débats un peu partout. Puis on a vraiment des super retours puis des super discussions. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a beaucoup touché au Québec et en France aussi. Pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet du film, nous, notre première question, donc on l'a vu à la quinzaine des cinéastes à Cannes, on s'est
on a donc beaucoup aimé. Et on s'est posé la question de pourquoi le protagoniste, c'est un homme. Oui. Et comment est-ce que vous l'avez construit, vos inspirations, etc., pour en faire un protagoniste qui est en fait un homme très sensible? J'aime beaucoup cette question. En fait, moi, j'ai commencé l'écriture du film en 2020, donc en pleine pandémie, confinement et vague MeToo. Pardon, je perds un peu la voix, que vous avez eu ici aussi, cette vague-là. Et au départ, en fait, l'idée qu'Adam soit un homme, c'est vraiment un désir de protection, puis de pudeur, parce que c'est un personnage qui me ressemble énormément. Vraiment, là, au niveau de l'hypersensibilité, de l'anxiété, des tendances dépressives. J'ai commencé à écrire ce personnage-là à un moment très difficile de ma vie. L'éco-anxiété aussi m'est tombée dessus pour la première fois à 40 ans. Il était temps, vous me direz. Je savais depuis longtemps qu'il y avait des changements climatiques, mais c'est comme si je le traitais comme un fait, une nouvelle, puis tout à coup, ça m'a vraiment inquiétée. Donc, vraiment par désir de m'éloigner de mon personnage principal, puis avec l'espèce d'illusion très naïve que comme ça, ma famille me reconnaîtrait pas, ou un truc de pudeur. Finalement, ils m'ont tous reconnu très, très vite. Mais voilà, au début, c'était ça. Et comme on était en pleine vague MeToo, à un certain moment, j'étais devenue presque vague qui était plus que nécessaire, là, vraiment, qui a amené des réflexions énorme de société au-delà de comment on se comporte sur les tournages, puis de comment on gère voyons, excusez-moi, la féminité à l'écran. Je trouve que ça a amené des questions de société qui sont loin d'être réglées, à mon avis. Là. C'est une première vague, mais on le voit statistiquement, tout est à faire encore sur l'égalité homme-femme. Ceci dit, je me suis retrouvée à un moment où j'étais devenue presque paranoïaque. Je me disais... Je vais faire, moi, en 2025, un film avec un héros qui est un homme blanc hétérosexuel de 45-50 ans, ce qui est à peu près pas l'ennemi, parce que j'ai pas envie de dire l'ennemi. Moi, je suis anti-haine dans la vie, donc il faut pas qu'on ait des ennemis, il faut qu'on ait des gens avec qui on discute, en fait, à mon avis. Il faut qu'on ait des vis-à-vis. Non pas des ennemis. Ceci dit, j'étais en train de devenir complètement paranoïaque, mais après, je me suis dit non, c'est très intéressant, en fait, qu'une femme écrive un homme, parce que pendant des dizaines, plus d'une centaine d'années, les hommes réalisateurs ont mis en scène des femmes à l'écran. Parfois, c'était très, très beau, mais parfois, c'était dégoûtant, en fait, de clichés et de misogynie. Alors, on est enfin à une période où on peut, nous, les femmes, écrire des hommes. Le mien, je me suis dit, bof, mon Adam, qui me ressemble, même si on me dit qu'il est trop sensible, trop vulnérable, trop gentil, je m'en fous parce que on y est. On peut inventer des personnages masculins qui peut-être vont influencer la société. Moi, je sais que j'ai été malheureusement très influencée par tous les films que j'ai vus dans ma jeunesse des années 90. Ces films-là m'ont appris à séduire, à rire, à m'habiller d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière. Malheureusement, ils m'ont influencé quand même dans tout ce que je suis. Puis vous êtes beaucoup plus jeune que moi, puis je suis contente que les modèles changent. Et donc, par rapport à ce personnage, une fois qu'il est écrit, comment vous avez fait, comment tu as fait pour trouver le bon acteur pour l'interpréter? Et comment ça s'est passé le travail, du coup, comme ça, avec l'acteur? C'est Patrick Yvon, un acteur québécois qu'on aime beaucoup, beaucoup au Québec, que vous avez peut-être vu déjà si vous avez regardé les 2 premiers films de Monia Chokri, La femme de mon frère, Babysitter, Patrick était aussi dans la série de Xavier Dolan, Le jour où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Donc, c'est un acteur que vous commencez à connaître en France, mais que nous, on connaît depuis un bon moment, puis qui est comme un peu une superstar pour nous dans notre marché local, mais qui joue souvent des hommes très confiants, très virils, séducteurs, ou justement plutôt du côté de la force un peu violente masculine. Il y a un truc très, très masculin chez lui, très fort. Alors que dans la vie, Patrick, c'est un gars hyper sensible, anxieux, qui ressemble énormément au personnage d'Adam. Moi, je le savais pas parce que je le connaissais seulement à travers ses rôles. Puis quand on s'est rencontrés, on s'est compris, mais complètement, c'était un rôle pour lui. En fait, il joue, c'est un acteur, mais c'est tellement proche de lui.
que c'était même des fois difficile, en fait, d'aller aussi profondément dans nos propres anxiétés puis nos propres fragilités pour faire ce film-là, dans lequel, heureusement, il y a beaucoup d'humour pour venir compenser. Justement, on a remarqué cette dimension humoristique et pourtant le film il traite de sujets importants tels que du coup l'éco-anxiété, la dépression, etc. Comment est-ce que vous alliez des sujets qu'on pourrait qualifier de graves avec une touche d'humour qui finalement les rend légers et agréables à regarder et à rire devant? Oui, mais comme je disais, ce film-là a été écrit dans une période super difficile de ma vie. Mais réellement. Et à un moment, je me suis dit, bon, alors déjà, je vais me sauver moi-même. C'est très égoïste, là, comme on passe énormément de temps avec nos scénarios puis nos personnages. Pour me faire du bien, avant tout, j'ai décidé d'amener un peu, déjà de la romance, de l'amour. C'est quand même une grande histoire d'amour, ce film-là, et de l'humour. D'abord égoïstement, puis ensuite, par souci de communication. Il y a très peu de films qui se font sur l'éco-anxiété puis sur les changements climatiques. Il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même assez peu. Et c'est pas pour rien, c'est parce qu'on n'a absolument pas envie d'en entendre parler. C'est trop anxiogène. Donc, dans ce souci de communication-là puis de générosité, j'ai voulu ajouter de l'humour, de la tendresse. Et aussi, personnellement, on vit dans un monde qui me semble tellement absurde, tellement loufoque, que des fois, ça me fait rire. C'est pas drôle du tout, là, mais des fois, je vois Trump, par exemple, c'est drôle. Je veux dire, ce gars-là est une caricature, là, c'est absolument pas drôle ce qui se passe, mais... Ou sinon, tu ouvres un réseau social quelconque, puis là, il y a un truc d'intelligence artificielle absolument saugrenu qui te saute aux yeux, puis tu fais, mais dans quel monde on vit? Puis c'est très inquiétant, mais des fois, mieux vaut en rire, je pense. Cette idée de rupture, du coup, entre la réalité qui est quand même hyper violente et cet humour, il y a aussi une rupture entre la réalité et l'intériorité des personnages avec un univers aussi très, très onirique. Et je voulais savoir comment tu avais justement brodé entre ces deux réalités-là et quelle dimension ça apporte aussi dans ton film. Dans ce film, on a bien pris soin avec le chef-op et le chef déco de choisir des lieux qui soient complètement ravagés par la présence humaine. En fait, dans chaque plan, on voit des mines d'amiante à ciel ouvert, les usines, les cheminées d'exploitation de nickel, tout ça. Donc, tout est vraiment industrialisé, qui est un peu à l'image de tout ce que nous, les humains, on a détruit sur Terre, sauf cet espace blanc, enneigé du Grand Nord québécois, où il n'y a absolument rien d'autre que du blanc, de la neige, du vent, des flocons. Et c'est un peu l'espace mental ou l'inconscient d'Adam qui s'essaie à la méditation pleine conscience. Donc, on entend une voix dans le film. Ça, encore une fois, pour moi, c'est une de la panoplie de choses qu'on peut essayer quand on vit une sorte de détresse mentale. Aujourd'hui, on va nous recommander, évidemment, très rapidement, des médicaments contre la dépression, contre l'anxiété, mais aussi le yoga, la méditation, la course à pied, la luminothérapie. Il y en a des microdoses de champignons magiques. Je ne sais pas si vous avez lu là-dessus. Il y a vraiment toutes sortes de choses pour essayer de contrer l'anxiété puis la dépression. Le film parle de ça quand même, c'est-à-dire dénonce un peu ça, cette espèce d'industrie du bien-être. On vit dans une société ultra performative et complètement angoissante. Puis une fois qu'on est malade, on nous demande en plus, cette même société nous demande en plus de nous guérir nous-mêmes, de prendre tous les moyens pour aller mieux, puis nous offre même, on peut s'acheter des cristaux, pour aller mieux. Donc c'est assez hypocrite quand même tout ça. Et voilà, j'avais très envie de montrer Adam dans un paysage vierge, qui est celui finalement qu'il a peur de voir disparaître. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de neige au Québec, les hivers sont de plus en plus chauds, malheureusement, avec les changements climatiques. C'est une réalité, donc, que son espace mental soit dans la neige comme ça, c'est tout à fait logique dans une idée de la solastalgie, qui est la peur de voir notre futur disparaître, finalement, d'être nostalgique un peu d'un futur qu'on connaîtra plus.
Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cet espace de méditation. Puis, à un moment, il y a Tina, son amour, la femme de qui il tombe très amoureux, qui le rejoint dans cet espace-là, magiquement, en fait. Puis ça, c'est une idée qui est super romantique, alors que je le suis pas du tout romantique dans la vie, je pense, en tout cas. Mais je me suis dit, c'est très beau si la seule personne qui le comprend assez pour aller le rejoindre là, dans ce lieu-là. Donc, tu as dit que le film, ça faisait aussi un peu une critique de cette industrie du bien-être. Et pourtant, donc Adam, il fait la rencontre de Tina à travers cette industrie. Et moi, j'aimerais bien savoir comment ça t'est venu, cette idée, parce qu'elle est très originale et elle marche très bien, elle est très drôle dans le film. Oui, mais effectivement, Tina, elle travaille pour la compagnie de lampes thérapeutiques. C'est normalement une aide technique, mais Adam, étant ce qu'il est, il confond, il pense que c'est une aide humaine qu'il y a au bout de la ligne, alors que c'est pas pour ça que ça existe normalement. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que justement, on ne sait jamais en bout de ligne si cette lampe-là fonctionne ou pas pour lui. Et même Tina ne le sait pas. Tina, elle se trouve à être une prolétaire dans cette histoire-là. C'est pas elle qui a la compagnie de lampes. C'est une simple téléphoniste, finalement. Elle a le petit job pas très payant. Puis elle-même le dit à un moment, elle dit... Est-ce que je peux l'essayer? Je me suis toujours demandé si c'était une arnaque ou pas, cette lampe-là. Donc, pour moi, c'est comme un peu deux produits de leur société, ces deux-là, d'une certaine manière, mais positivement, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont pas extrêmement ambitieux, qui sont pas carriéristes, qui sont pas matérialistes. Et je pense que c'est ce qui les réunit, en fait. Pour moi, c'est les deux plus... sains d'esprit de tout ce film-là, parce qu'ils sont entourés d'une galerie de personnages complètement fous furieux. Mais fous furieux, encore une fois, avec tendresse, parce que pour moi, si on est fou furieux, c'est parce que le monde dans lequel on vit nous inquiète tellement qu'on essaie de dealer. Attends, ça, c'est très québécois. On essaie de... Voyons, c'est quoi le mot? De s'en sortir du mieux qu'on peut. Vous comprenez, dealer? Oui. OK. OK, parfait. On essaie de dealer du mieux qu'on peut avec ce monde complètement anxiogène. Tu parles des personnages qui entourent Adam, et il y a aussi du coup son père avec qui il est vachement en conflit sur ces questions d'anxiété et dépression, et il y a un manque de compréhension entre les deux, et on se demandait aussi comment tu avais travaillé ça, est-ce que ça raconte pour toi ce conflit-là? Oui, c'est un conflit déjà qui est générationnel, je pense, entre Adam et son père. Son père qui a 80 ans, qui fait partie d'une génération d'hommes particulièrement, où on parle pas, en fait, on nie même l'existence, je pense, d'enjeux de santé mentale, puis pratiquement d'existence d'émotions dans la vie. Là. C'est vraiment on regarde nos grands-pères, disons, puis c'est toute une question d'éducation, mais c'est ça, c'est des hommes solides qui parlent pas beaucoup. Donc, il y a déjà ce conflit générationnel. Puis après, je pense qu'il y a aussi un vrai conflit qui va au-delà de l'âge, qui est un truc de personnalité, en fait, qui est, pour moi, une moitié de la population ressemble à Adam et est hypersensible, puis se réveille tous les matins en se demandant comment et pourquoi vivre sur Terre. Puis il y a une autre partie, 50% de la population, qui ne se pose pas ces questions-là, qui avance, qui remet pas la vie en question. Vraiment, je vieillis, là, j'ai 43 ans, je commence à avoir rencontré beaucoup de gens, puis je trouve que c'est presque moitié-moitié dans tous les gens que je rencontre. Et je pense qu'on a besoin des deux, en fait, dans le monde dans lequel on vit. On a besoin de gens qui remettent la vie en question, puis on a besoin de gens qui vivent pour avancer. Et c'est vraiment ça qui sépare ces deux personnes-là. Eugène, le père d'Adam, jette les médicaments antidépresseurs de son fils carrément dans le lavabo. Il y a vraiment une espèce de refus, puis tout ça, c'est par désir de protection de son fils, puis c'est une incompréhension qui est totale, et ça va au-delà des générations. Puis d'ailleurs, moi, c'est une des choses que j'aime beaucoup avec ce film, qui me surprend. C'est pas... Il y a des gens qui l'aiment beaucoup, il y a des gens qui l'aiment pas, puis ça va, ça me convient, c'est correct. Mais ça... Généralement, ce que je remarque, c'est que c'est souvent lié à l'âge
Des fois, quand je fais mes films, avant, je me disais, ouf, oh non, tout le monde est un peu vieux, ils vont absolument pas aimer. Je vois une salle de cinéma, par exemple, puis je me dis, oh, ils ont tous les cheveux gris, ils vont détester leur soirée. Mais là, avec ce film-là, c'est incroyable, c'est une question de personnalité, c'est pas une question d'âge. Il y a des gens qui viennent me voir, qui ont 70 ans ou 25 ans, qui se sont complètement reconnus dans Adam. Ça n'a aucun lien avec l'âge. Il y a une jeune fille de 25 ans, elle m'a tellement fait rire, elle est venue me voir, ou 23, 24 ans, elle m'a dit « Je pensais jamais m'identifier à un homme blanc hétérosexuel de 45 ans. C'est la première fois de ma vie que ça arrive. » Donc, ça, c'est super, je trouve. Ça, c'est une bonne nouvelle pour moi parce que, justement, je recommanderais qu'on s'unisse là, dans le futur. Il ne faut pas qu'il y ait trop de conflits de génération. On ne peut pas prendre plus de conflits en ce moment. On peut pas. Parce qu'on parle des personnages qui entourent Adam. Moi, il y a un personnage qui m'a interpellée quand j'ai vu le film. C'est donc le personnage de Romy, qui est une jeune fille qui travaille pour Adam dans son chenil. Et ils ont une petite liaison. Et donc moi, je me demandais pourquoi avoir ajouté ça au film et qu'est-ce que ce personnage de Romy, elle apporte. Et par exemple, elle, dans quelle catégorie elle se trouve de personnes, les 50% qui continuent de vivre ou pas? Oui, je pense que Romy, en fait, c'est l'incarnation de la génération Z vue par un homme de, justement, 45-50 ans. Là. Je pense qu'il est... Et je vais parler au jeu, là. Je suis assez effrayée par cette génération-là, en fait, et admirative. C'est bizarre. C'est-à-dire que c'était particulièrement les femmes, pour être honnête, là, les femmes de 23-30 ans à peu près, là, disons, génération Z, qui, elles, ont été élevées ou ont décidé de prendre ce qu'elles avaient à prendre dans la vie, de lever le ton, de ne pas rire aux blagues sexistes, vraiment qui ont trouvé cette espèce de force-là. C'est merveilleux. Puis en même temps, pour moi, c'est confrontant parce que j'ai pas été élevée comme ça, donc ça m'effraie. Je me dis, mais c'est fou que ces jeunes femmes-là, jeunes filles-là de 20 ans de moins que moi, aient cette espèce de force de caractère. Donc, j'ai eu envie de donner un personnage comme ça à Romy, le personnage de Romy dans le film, pour un peu montrer tout ce qui effraie Adam. Puis en même temps, c'est un de mes personnages préférés. J'aurais envie de faire un film sur elle parce que je pense qu'elle est plus que ce qu'elle est dans le film, là, cette espèce de côté très frondeur, un peu manipulateur. Ça n'existe pas, mais elle se classe dans le 50% qui vit, pour moi, qui se pose pas de questions sur sa vie sur Terre. Pareil, dans les autres personnages que rencontre Adam, il y a une scène, moi, qui m'a marquée dans le film, où il rencontre, il me semble, la fille de Tina, et il la voit juste qui se scarifie. Et je me demandais, cette scène, elle me paraît un peu comme un ovni dans le film. Elle est d'un coup très grave parce qu'il n'y a pas de tonalité comique à ajouter à ça, quoi. Et je me demandais du coup un peu pourquoi cette scène, comment tu l'as construite et ce qu'elle raconte. En fait, le film en lui-même est un peu beaucoup chaotique. Je pense, là, c'est-à-dire que je l'écrivais, puis j'entendais déjà les critiques de cinéma dire « Ah, il y a trop de sujets dans le film, on tire un peu sur tout ce qui bouge. » Mais moi, ça fait partie du projet. Je me disais « Oui, mais il y a trop de sujets, il y en a... » C'est fou en ce moment comment tout le monde fait face à des enjeux, en fait. On parle beaucoup de la santé mentale chez les jeunes, qui est au plus bas, vraiment, chez les adolescents. Donc, j'avais envie... Dans le film, on montre... justement, cet employé Génération Z, ce père, le père d'Adam, même l'ami d'Adam qui est un peu paralysé d'une certaine manière. On montre un complotiste, on montre une jeune femme, une jeune fille, une adolescente qui se scarifie. Donc vraiment, une galerie de personnages qui va pas bien avec... Finalement, il y a peut-être beaucoup de sujets, mais il y a un seul sujet. Puis le sujet, c'est comment vivre sur Terre en ce moment, dans le monde dans lequel on vit. Puis on voit juste des gens qui le font plus ou moins bien, du mieux qu'ils peuvent. Et cette scène-là avec l'adolescente, d'une part, ça paraît comme un sujet, puis en même temps, si tu regardes les statistiques, il y a eu un moment où les filles le montraient sur TikTok, là, quand même, là, dans une classe de 30 élèves, il pouvait y en avoir 10-15% qui avaient essayé ou qui le faisaient sur une base régulière. Donc, je ne dis pas du tout que c'est une trend ou une mode, vraiment pas. Je pense pas que tu peux avoir 14 ans puis décider, si tu
coupes toi-même, même si c'est pour le mettre sur TikTok, c'est un vrai mal-être, là. Je dis pas que c'est superficiel. Et juste sur le plateau de tournage, il y avait quand même 4 parents techniciens dont la fille s'était scarifiée à un moment ou à un autre de leur vie. Donc, c'est comme un vrai truc. C'est comme l'anxiété. C'est une forme d'anxiété, en fait, de toute manière. Mais donc, ça fait vraiment partie du sujet du film. Et ce que j'aime aussi, c'est la position un peu bizarre dans laquelle on est comme spectateur. C'est-à-dire que pour moi, Adam, par rapport à cette adolescente-là, se comporte parfaitement bien. À mon avis, il prend son temps, il lui pose des questions, quand elle pleure, il la prend dans ses bras, mais il est toujours sur une ligne, en fait. Pour moi, c'est la bonne réaction, c'est d'écouter, c'est pas d'appeler la police, de crier, d'aller chercher les services sociaux, c'est pas ça la bonne chose à faire. Mais pour une autre partie de la société, c'est peut-être ça la bonne chose à faire, c'est de surtout pas avoir un contact physique avec cette jeune fille-là, ni même lui poser des questions, mais aller réveiller sa mère, aller réveiller le parent. Donc, je pense que comme spectateur, ça nous force à nous positionner sur comment réagir, puis où est notre humanité. Et pour moi, il connecte complètement Adam et Rose. Rose, c'est le nom de la jeune fille. Ils se comprennent tout de suite. J'ai une question de l'ordre un peu plus technique. C'est que le titre en anglais, c'est Pig Everything. En français, nous, c'est très différent. C'est Amour Apocalypse. Est-ce que vous avez choisi ces 2 titres et pourquoi l'un plutôt que l'autre et donc surtout, pourquoi Pig Everything? Parce que nous, en français, ça ne nous parle pas forcément. Est-ce qu'il y a une signification derrière ou pas? Oui, absolument. Le film, au moment de l'écriture, le film s'appelait Adam en dépression. Moi, je trouvais ça très drôle, mais tous les distributeurs m'ont dit non, tu peux pas avoir... tous les distributeurs de films m'ont dit tu peux pas avoir le mot dépression dans ton titre en ce moment. Alors, on a trouvé Amour Apocalypse, que j'aime beaucoup, qui est à l'image du film, je trouve. Puis, Peak Everything, la version anglaise, en fait, c'est un concept dont on parle dans le film, mais évidemment, on parle beaucoup du pic de pétrole. On en entend parler. Est-ce qu'on a atteint ou pas le pic du pétrole? Puis Adam, qui lit énormément, lui est conscient que le pic, en fait, on est en train de l'atteindre surtout sur les ressources d'eau douce, la forêt, le bois, le charbon, les métaux précieux. Le Groenland, en ce moment, c'est pas pour rien tout ce qui se passe. Donc, on est en train d'arriver au bout des ressources, c'est-à-dire qu'on a tout exploité, puis il va manquer de tout bientôt. Il parle du riz, des céréales, des terres agricoles. On pique dans tout. Donc, d'où l'idée de peak everything. Mais aussi, moi, j'ai une impression qu'on pique dans nos vies. J'ai vraiment ce sentiment-là. J'ai l'impression d'avoir... En même temps, c'est merveilleux, mais j'ai l'impression souvent d'avoir trop d'opportunités, trop de réseaux sociaux, trop d'amis, trop d'applications de rencontres, trop d'alcool, trop de nourriture, trop de tout, en fait. Puis même ça se transforme en une forme de pression de trop profiter de la vie, tu sais. C'est pas... c'est épuisant un peu. C'est pourquoi je pense qu'il y a des grands changements qui vont arriver dans le monde, que vous allez connaître, vous, plus que moi, j'ai l'impression, parce que vous êtes plus jeune. Puis c'est effrayant, ces changements-là, les changements climatiques, les changements géopolitiques en ce moment, c'est effrayant parce que le monde à venir, on peut même pas l'imaginer, on le connaît pas. Mais je pense qu'on arrivait au bout d'un système et qu'il y a peut-être du bon qui va sortir de ces changements-là. En fait, au niveau de la consommation, mais de tout. De la consommation des autres humains, de la consommation des ressources, de la consommation de nos propres vies. Aussi, c'est donc ton 6e film. Et on se demandait un peu, est-ce que c'était des sujets que tu avais déjà abordés dans d'autres films ou est-ce que c'est vraiment un film un peu en rupture avec le reste? Et aussi, est-ce que tu vois une évolution un peu dans ta filmographie et dans ta façon peut-être d'aborder le cinéma et ton métier? Beaucoup. Grande évolution, en fait. Oui, c'est une rupture. C'est la première fois que je fais un film déjà d'amour, vraiment là, romantique, là, une histoire d'amour. J'ai jamais fait ça avant. C'est la première fois que je parle de changement climatique. C'est mon film qui est peut-être le plus politique, même si c'est pas une évidence qu'il l'est. Pour moi, c'est un film qui est quand même assez politique, qui est anticapitaliste, qui dénonce quand même, gentiment, mais qui le fait. Et
il y a une rupture avec ce que j'ai fait avant parce que c'est aussi mon film le plus accessible, le plus généreux. Parce que j'ai écouté énormément, justement dans les 5 dernières années, j'ai écouté et lu beaucoup sur les changements politiques, climatiques. Et il y a de plus en plus de scientifiques, de philosophes, de penseurs qui soulèvent le rôle des artistes, en fait, dans le monde à venir pour commencer à apprivoiser ce monde-là puis les changements qui vont arriver. Et c'est la première fois à 43 ans, après 6 films, que je sens que les artistes peuvent être utiles. Ça, c'est quand même précieux. Et nous aussi, du coup, on se posait la question parce que du coup, c'est un film sur l'écologie et tout, et on sait aussi que le cinéma, même si ça dénonce beaucoup, ça reste un système très polluant, etc. Est-ce que vous avez réussi, toi avec toute ton équipe, à essayer de faire un film justement un peu éco-responsable? Oui, ça c'est une belle grande question qui me réveille la nuit parce que oui, on a fait de notre mieux. Il y a des labels maintenant qui existent, donc on a suivi tout ce qu'il faut. On a composté, on a utilisé moins la voiture, on a vraiment essayé de diminuer les ressources. Ceci dit, pour moi, c'est pas de l'ordre du greenwashing, mais quand je me rappelle très bien d'être à 3 heures du matin, en pleine nuit, la nuit où on a tourné La Tempête, la grosse apocalypse, il y avait 20 énormes lumières, 4 camions remplis de matériel, des ventilateurs, des machines à pluie. Tu sais, c'est énorme quand même en termes de déploiement de ressources de faire un film. Donc, il y a 2 options. Ne plus en faire. Ou en faire, mais les choisir. Ceux qu'on fait, comme tout le reste, je pense, de la société, ça va être une question de choix, en fait. Parce que, bon, il y a des industries qui polluent plus, c'est vrai. Mais oui, c'est une industrie qui est polluante, puis c'est difficile de passer à côté. Mais j'ai quand même aussi ce grand désir, justement, d'un cinéma plus simple. Des fois, de juste avoir quelques amis, des acteurs, une caméra, ces temps-ci, ça me hante, en fait, puis j'essaie de diriger mes scénarios vers ça. Je me dis aussi que je veux plus jamais faire un film qui soit pas conscient de la crise actuelle, qui fasse comme si ça existait pas du tout. Sauf si je fais un film d'époque, évidemment, qui peut quand même éclairer le présent, j'ai l'impression. Donc, ça fait partie de mes grandes questions. Puis juste là, quand le film a été choisi à Cannes, j'ai pris l'avion, j'ai acheté 3 robes neuves, parce que je me disais, je peux pas aller à Cannes avec une robe prise dans une friperie. En tout cas, grosse pression là, que je me suis mis moi-même, mais complètement illogique. Très difficile de vivre dans ce monde de manière cohérente. Donc le film, il est allé à la 15e des cinéastes à Cannes. On se demandait, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience de Cannes? C'était la première fois qu'un de tes longs métrages ou de tes courts se retrouvait là-bas. Et comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu, malgré peut-être du coup cette pression, etc. Oui, c'est ça. C'était, en fait, bizarrement, 43 ans, 6 films, je pensais plus que c'était possible parce que c'est quand même un festival qui est réputé pour dénicher des nouveaux talents, pour choisir, c'est souvent des premiers films qui sont à la quinzaine, entre autres. Donc, je pense, à chaque fois que je fais un film, on essaie, comme tout le monde, on le soumet, puis finalement, on n'était pas sélectionné. Donc, ça a été une vraie surprise, pour être honnête. Je me sentais un peu comme un vieux débris sur la croisette. Je me disais, oh là là, 43 ans, ma première fois à Cannes. Mais c'était, en fait, j'ai trouvé que c'était parfait parce que je pense qu'en temps, déjà d'être à la quinzaine, qui est une section très cool, très arty, les gens qui vont voir les films sont des vraies personnes, c'est pas que des acteurs puis des influenceuses habillées en Chanel, là. C'est vraiment du vrai public. Je pense que c'était parfait pour ce film-là. Je pense que c'était parfait aussi pour moi. En vérité, je pense qu'à 25 ans, j'étais tellement anxieuse et sensible que, je sais pas, j'aurais implosé au Festival de Cannes parce que c'est quand même très stressant. Mais je pense que c'était une belle plateforme pour ce film-là. Puis les projections, je vais m'en souvenir pour toujours. C'était merveilleux. En fait, il y a eu un très, très bel accueil. Alors nous, on a l'habitude de finir nos épisodes par une reco culture. Donc tu peux nous conseiller tout ce que tu veux. Ça peut être de la littérature, du cinéma, de la musique, récent ou pas. Comme tu veux, juste un truc culturel qui te plaît. Je vais y aller avec mes deux récents coups de cœur.
bizarre, mais l'éducation sentimentale de Flaubert, que j'ai lu récemment, mais qui m'a fascinée. Donc, je sais pas, j'aurais envie que tout le monde lise ça. Moi, je me suis vraiment identifiée à Frédéric Moreau. J'ai vraiment cette espèce d'impression de pas de rater ma vie, mais de jamais être tout à fait au bon moment, au bon endroit. C'était bizarrement actuel et complètement différent. J'ai vu avec un peu de retard Sirat au cinéma. Puis j'ai quand même envie de le recommander parce que je trouve qu'il y a des thèmes vraiment communs avec Amour Apocalypse, puis les films sont complètement différents. Je pense que c'est la version extrêmement sombre, en fait, du même film. C'est vraiment les mêmes sujets de tout ce qui va nous éclater au visage bientôt. Mais vraiment formidable film, extrêmement fort. Voilà. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère qu'il vous a plu, que vous en avez appris plus sur ce film. On vous invite encore une fois à aller le découvrir ou le redécouvrir et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.